Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes de nouveau ensemble en direct de Chembenyumba pour vous présenter votre journal. À la une ce soir, les derniers préparatifs de la fête de l'Aïd El-Fitr. Elle sera célébrée à Mayotte demain. Nous avons suivi des familles auprès de tailleurs pour la confection de nouveaux habits. D'autres familles se préparent également pour cette grande fête, à l'instar de celle rencontrée à Mtsangamouji. Et pour parler de ce canton qui nous reçoit depuis hier, nous avons comme invité le conseiller départemental de Tsingoni Mtsangamouji, Benissa Ousseni, par ailleurs président du département. Nous parlerons également de la circulation dans la commune de Mtsamboro améliorée. Plusieurs installations de panneaux de signalisation ont été mises en place dans les 3 localités qui la composent. Ce dimanche, nous avons assisté à leur inauguration. Et puis nous vous ferons découvrir des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, parmi lesquelles Saint-Paul, les TAF, une zone maritime de 2,3 millions de kilomètres carrés consacrée exclusivement à la recherche scientifique et à la préservation de la biodiversité et de la logistique. Mais tout d'abord, après 30 jours de jeûne en ce mois de Ramadan, la lune est enfin apparu dans le ciel mahorais, un croissant lunaire qui a été observé un peu partout dans le département, signe de la fin de ce mois de Ramadan et signe de la fête de l'Aïd El-Fitr qui sera donc célébrée demain à Mayotte. C'est un rituel pour le jour de l'Aïd. Il faut être le plus beau, mais surtout le plus élégant. Et pour ce faire, il est de coutume de se rapprocher d'un tailleur, d'un couturier, pour se faire confectionner la plus belle tenue à portée de main. Illustration dans ce reportage signé Zalihat Aboudouri et Daniel Abdou. Il n'en a pas fini avec ces mêmes gestes. Couper du tissu, coudre des rideaux, article très demandé durant cette période. Mohamed El Henrif est très sollicité à la veille de la Eid el-Fitr. Je passe beaucoup de temps sur les rideaux. C'est sur commande que ça se passe. Et cela dépend de la surface de la maison. Autre produit phare, les boubous pour hommes. Alors pour ne pas être submergé par les commandes, il anticipe. Un geste apprécié par les clients retardataires. Demain, c'est la prière de l'Aïd. C'est pour cela que je suis venu ici chercher un boubou pour la prière. On n'a pas de tailleur pour nous confectionner ce qu'on veut. Il y en a, mais ils ne font pas exactement ce qu'on veut. Les boubous, je les confectionne, je les laisse et chacun vient choisir ce qu'il veut. Malgré une activité surchargée liée à la fête, Mohamed ne va pas s'en plaindre. Il a subi la crise de la Covid-19 et c'est une bonne reprise. La veille de l'Aïd, ultime journée avant de recevoir du monde à la maison le jour J. Et à ce sujet, notre équipe s'est rendue dans une famille à Mtsangamouji afin d'assister aux dernières mises en place de décoration intérieure et de concoction de délicieux gâteaux. Rencontre avec des drôles de dames dans ce reportage signé Géraldine Lui et Jaïdi Maolida. Les drôles de dames du jour sont Amphina, nom de code, la nièce, domaine, la cuisine, outil de prédilection, la batteuse, à la déco intérieure, Sandia, nom de code, la maman, atout principal, l'anticipation, et enfin, Aïcha, nom de code, la fille, domaine d'expertise, la déco de table. leur mission, Préparer la fête de l'Aïd el-Fitr. On va faire un gâteau au beurre. Ici, on a le beurre, on a les œufs, on a la farine, le sucre, tout ce qu'il faut. Amphina est venue prêter main forte à sa tante. L'aide de la jeune femme de 27 ans qui exerce le métier de traiteur est plus que bienvenue. Quand j'ai commencé à regarder des recettes sur YouTube. Et petit à petit, j'ai fait à ma sauce parce que parfois ça marchait pas. Et du coup, voilà.
Nos drôles de dames ne possèdent pas de recette familiale, mais l'art de la décoration intérieure est une passion qu'elles ont en commun. Noir et blanc, totalement raccord avec le meuble de maison, les rideaux de Sandia subliment son intérieur. J'ai acheté le tissu en gros, je l'ai découpé et cousu spécialement pour l'Aïd. 300 €, c'est la somme déboursée par Sandia uniquement pour les 20 mètres de rideaux blancs. Aïcha, 15 ans, assiste sa mère pour la pose de rideaux. Mais la jeune fille a eu son mot à dire quant à la décoration de table. Et bien que la famille soit prête depuis hier, cette journée supplémentaire n'est pas de trop. On a plus de temps pour les préparatifs et savoir ce qu'on veut mettre et tout ça. Est-ce que vous n'étiez pas au point hier ? Si, mais elle voulait aussi changer des rideaux, elle voulait changer des décos et on s'est mis d'accord. Voilà un mois que Sandia et sa famille préparent cette fête de l'Aïd. Gâteaux, mataba, samoussa, entre autres, sont prêts. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Chembenyumba en vue de l'Aïd el-Fitr dont nous diffuserons demain en direct la prière. Et pour parler de cette commune et de surcroît ce canton, nous recevons le conseiller départemental de Tingoni Mtsangamouji, Benissa Ousseni. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir aux Maoraises et aux Maorais et surtout Takabalallah mina wa minkum, bonne fête de l'Aïd à tous. Alors, vous venez de le dire, l'Aïd el-Fitr, c'est demain. Comment cela va-t-il s'organiser ? On sait qu'en tant que président du conseil départemental, d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez accordé un pont à tous vos salariés. Oui, parce que c'est un moment important pour la communauté mahoraise, pour la communauté musulmane mahoraise. Il était important qu'on puisse se préparer. C'est pas très souvent que j'accorde justement cette journée supplémentaire de férié au conseil départemental. Là, j'ai tenu. C'est ma première année, le premier Eid que je fais avec les Mahorais en tant que président. Donc, il était important que les gens puissent avoir le temps de préparer cette journée de demain. Qu'y a-t-il de prévu au niveau du département ? On sait qu'il est de coutume pour le département de se rendre dans les hôpitaux pour aller donner des cadeaux, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues demain ? C'est d'abord beaucoup de disponibilité pour l'élu du canton d'abord, qui doit aussi parcourir, vous savez, le fameux tournoi Ramadan spécifique à cette période ici à Mayotte, aller voir cette jeunesse-là, mais effectivement faire un tour à l'hôpital à la rencontre des enfants malades pour essayer d'apporter aussi un peu de joie dans ce moment de joie qu'ils ne connaissent pas forcément puisqu'ils sont à l'hôpital dans des conditions assez compliquées. Alors, vous venez de parler de l'élu du canton. Justement, en tant que conseiller départemental, quelle approche avez-vous sur cette Eid el-Fitr qui sera célébrée demain ? Oui, c'est comme je le dis, c'est d'abord faire la prière. On sera ici à Chembenyumba. J'aurais pu être aussi à Mtsangamouji demain, mais j'ai fait le choix de venir ici à Chembenyumba avec, bien sûr, Maïd Première qui va faire la diffusion demain. Mais c'est surtout sillonner, aller voir les anciens, les plus jeunes, les mamies, les papis. Et comme je l'ai dit, au terrain en fin de journée et aussi dans les plateaux sportifs à côté de la jeunesse de la commune. Alors, Monsieur le Président, vous restez avec nous. On continue notre journal. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On le sait, Mayotte a connu donc aujourd'hui son dernier jour de Ramadan et son dernier jour de Foutari, en tout cas pour cette année. En métropole, c'était hier. Et à ce propos, nos confrères de Outre-mer, la première, sont allés à la rencontre de la communauté mahoraise qui vit en Île-de-France. C'était le week-end dernier, lors du repas de la rupture de jeûne. Un repas qui a été également partagé avec la communauté mahoraise de la région parisienne. C'est un reportage de Chloé Borgnon et Thierry Hilarsin. À quelques heures de la rupture du jeûne, Douria et ses amis apportent les dernières touches au plat qu'elles ont préparé pour le soir. Dans la cuisine, les odeurs nous transportent à Mayotte. Le menu que nous, on a préparé ce soir, on a fait des bananes au coco avec des maniocs et du poisson. On a fait aussi du riz aux légumes avec des cuisses de poulet, un peu de rougail à côté. 3 grandes marmites qui iront rejoindre d'autres plats traditionnels sur la table ce soir. Une partie de ce qu'il y aura ce soir, parce qu'il y a d'autres personnes encore qui vont faire
d'autres recettes et d'autres menus. À l'approche du ftour, les plats et les cuisinières partent, direction la salle où se retrouvent les Mahorais d'Île-de-France pour la soirée. Après la prière, une centaine de convives s'installent autour des plats. Un événement important pour les fidèles, organisé par une association mahoraise d'Île-de-France. Nous, on le fait parce qu'il y a des familles, ils n'ont pas les moyens pour faire ce repas. Du coup, nous, on essaie tout ce qu'on peut pour essayer de réunir les familles pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. On fait des repas qu'on n'a jamais vus. Par exemple, chez nous, comme on dit, le toutoubi ou le fenyénieti, c'est des repas qu'on fait presque que pendant le ramadan. Les gens sont venus de partout de la région parisienne. Donc du coup, c'était très très sympathique. C'est très important pour continuer à perpétuer notre mode de vie qui consiste à partager et à se retrouver et à se réunir. Un moment de retrouvailles et de partage d'autant plus important pour la communauté musulmane mahoraise en ce mois de Ramadan. Retour à Mayotte pour se replonger dans la commune de M'Tsangamouji, qui, je le rappelle, nous accueille depuis hier, avant de retrouver de nouveau notre invité. Focus sur la présentation du canton. Nous l'avions réalisé il y a 11 ans pour faire le point sur ses atouts. La voix du reportage vous sera peut-être familière quant aux images. Elles sont signées Youssouf Ahmed Matoir. Le canton de M'Tsangamouji comprend 3 villages de la côte nord-ouest de Mayotte. Chembenyumba, où l'on parle le mahorais, Mliha est le chef-lieu M'Tsangamouji, où l'on parle le malgache. Le secteur traditionnel recouvre l'agriculture et la pêche. L'influence des traditions est encore très forte et les cultures de bananes, manioc et songe sont les bases de l'économie du canton. La prospérité de M'Tsangamouji est aussi assurée par les agriculteurs en développant l'ilang-ilang et la vanille. On attribue à leur activité l'esprit d'entraide et le dynamisme dont se flattent aujourd'hui ses habitants. Le canton tente désormais d'étendre son potentiel touristique autour des sites balnéaires de Mliha, Ambato et Tanaraki. Mliha dispose d'un centre de plongée et d'une coopérative de pêcheurs. Le village est notamment bien connu pour abriter le gîte rural dont l'excellente table est courue lors des fins de semaine. Ce petit coin de paradis a assisté au passage de nombreux artistes de l'île ou de la région. Le canton est aussi équipé d'un collège très moderne, à proximité duquel une bibliothèque a été construite. On observe également plusieurs installations sportives comme des plateaux polyvalents et des terrains de football. M'Tsangamouji affirme son rôle de nœud de communication pour le trafic entre le nord, le centre et l'est de l'île et souhaite représenter pleinement sa position de carrefour de la Grande Terre. De nombreux projets restent à réaliser, notamment en matière d'infrastructures sportives et routières. De retour sur ce plateau avec Benissa Ousseni. Je vous informe donc que vous avez pu le constater. Ce reportage a été réalisé en 2011 dans le cadre des cantonales que vous avez d'ailleurs remporté. Qu'en est-il de tous ces projets que l'on vient d'énumérer? On parle notamment de M'Tsangamouji qui veut être un point de stratégie incontournable en tout cas dans le nord, le nord-ouest et plus globalement à Mayotte. Qu'en est-il des projets d'envergure concernant le canton? Oui, c'était, comme vous dites, il y a 11 ans. Beaucoup de progrès ont été faits depuis cette période-là. Je parlerai surtout en matière de développement économique. Nous avons accompagné un certain nombre de jeunes à s'installer ici chez nous dans plusieurs domaines, que ce soit de la mécanique ou dans les domaines de la construction. Nous accompagnons énormément. Au niveau de Mliha aussi, où il y a un vrai potentiel, non seulement touristique, mais aussi les activités liées à la mer. Donc nous sommes là. On a parlé d'infrastructures, des infrastructures routières, sportives. C'est aussi les ambitions aujourd'hui. On parlait de plateaux. Aujourd'hui, nous allons bientôt lancer. Les travaux ont déjà démarré. 2 plateaux couverts ici dans la commune, mais aussi une construction d'un gymnase qui normalement verra le jour aussi d'ici 2 ans. Donc voyez-vous, une commune d'une manière générale qui a choisi la stabilité puisque le maire est là depuis 2014, moi je suis là depuis 2011, dans un objectif bien sûr de placer M'Tsangamouji, comme vous l'avez dit, dans le centre justement du nord-ouest de Mayotte, pas que le nord, puisque nous sommes rattachés à l'interco plutôt ouest. Voilà, donc nous occupons pleinement notre
place dans cette zone-là et le développement s'y ressent aussi. Et un autre point, notamment, on a parlé de nœuds de communication avec notamment les différents réseaux routiers qui doivent relier un peu les quatre coins de l'île. On l'avait évoqué hier avec le maire de M'Tsangamouji. Ce sont aussi des projets phares pour votre mandat. Oui, justement, parce que on a énormément travaillé là aussi sur la réfection du réseau routier, parce que, comme vous dites, M'Tsangamouji lie l'ouest et le nord, Dzumogné, du côté de Tsingoni, sur le trajectoire là aussi, qui va du port de Longoni vers le sud. Et il y a aussi énormément de réflexion de route qui a été faite par le conseil départemental. Et nous continuons aujourd'hui à travailler là-dessus. Bon, on connaissons quelques soucis depuis 2-3 jours sur une route qui est en train de s'affaisser, qui a contraint les autorités à couper cette route-là. Mais l'objectif, c'est que cet axe-là puisse être vraiment un axe majeur sur la zone. Et là, je m'adresse au président du conseil départemental pour terminer. Quels sont les prochains projets d'envergure actuellement? Dans la zone ou sur le territoire? À Mayotte. À Mayotte. Oh, vous avez, comme on a dit, l'objectif principal aujourd'hui, on l'a pas cessé de répéter, ce sont les Jeux des îles 2027, avec un certain nombre d'infrastructures sportives très importantes qui commencent là. Normalement, dès 2022, les premiers travaux seront lancés. Nous avons aussi une construction de 2 cités administratives. Ce sont des projets qui tournent. Le premier à 40 millions d'euros, le deuxième qui sera dans la zone Mamoudzou, là où il y a l'hôtel du département en ce moment, et le deuxième du côté de Coconi, là aussi un projet qui tournerait aux alentours de 20 millions d'euros. Voyez-vous, donc il y a un certain nombre de projets comme ça qui seront lancés très rapidement et qui devront être inaugurés à partir de 2024-2025. Benissa Ousseni, président du conseil départemental et avant tout conseiller départemental du canton de M'Tsangamouji-Tsingoni, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et puis notez que dans cette actualité concernant la fête de la fin du Ramadan, sachez que dans notre région, l'Aïd El-Fitr a été célébré ce lundi à Madagascar. Ce qui nous conduit à vous rappeler que c'est ici, en face de la mosquée de Chembenyumba, sur la pelouse du stade de football que vous voyez ici, que nous vous diffuserons en direct télé, radio et internet la prière de l'Aïd El-Fitr, prise d'antenne ce mardi matin à 6h50, une grande prière à suivre donc sur nos 3 médias. Et comme vous le constatez sur nos images, nos différentes équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour vous proposer dès demain un produit de très grande qualité, un produit dont j'aurai le plaisir de vous présenter à partir de 6h50. Direction la commune de Mtsamboro dans le nord, après des années de circulation difficile dans les différents villages qui composent la commune, une nouvelle circulation est en vigueur depuis hier. Les différents panneaux de signalisation ont été inaugurés hier, et cela en présence d'Ilona Youssoufa et Jaïdi Maolida. Nouveau marquage au sol, nouveaux panneaux de signalisation. De nombreuses rues sont désormais à sens unique dans le village de Mtsamboro. Le problème, c'est qu'on avait du mal à circuler dans les principales rues de la commune, notamment celle-ci, où il y avait un problème. On devait prévenir les accidents, mais aussi sécuriser nos administrés. Nous, on a recueilli les avis de nos administrés à travers des réunions publiques. Ils ont émis leurs vœux. Après, derrière, on a validé les vœux des administrés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma global d'aménagement urbain de la commune. Donc c'est un projet qui a coûté 410 000 euros et dont l'État nous a accompagnés à la hauteur de 380 000 euros. En vigueur depuis ce dimanche, la nouvelle signalisation est bien accueillie, mais il faudra un petit temps d'adaptation pour changer certaines habitudes. C'est une bonne chose parce que déjà avant, vu qu'il n'y avait pas de sens unique, c'était compliqué. J'ai été surpris, je ne m'y attendais pas. C'est en vigueur déjà? Oh, c'est super. C'est hyper compliqué ici. Les gens se battaient. Si on se l'accorde de la route, ça va.
C'est la signalisation, tout droit, aller tout droit, à gauche et à droite. Vraiment, il y avait des embouteillages dans notre village. Donc aujourd'hui, je suis très content. Du coup, on est un peu perdu. On ne sait pas où on doit passer. Donc je pense que la police municipale doit faire vraiment de la pédagogie pour vraiment assurer le bon ordre dans la circulation. Entamés depuis jeudi dernier dans toute la commune de Mtsamboro, les travaux vont se poursuivre secteur par secteur dans les villages de Amjago et de Mtsahara. Et pour terminer, parlons des terres australes et antarctiques françaises, les TAF, une zone économique exclusive qui représente 20% du territoire maritime français. Seuls les scientifiques ainsi que l'armée française y ont accès. Nos confrères de Réunion la Première s'y sont rendus dernièrement pour plus ample connaissance. Voici le reportage réalisé à Saint-Paul. À 1300 km au nord-est des Kerguelen, vers des latitudes plus chaudes, nous arrivons devant la plus étrange des terres australes. Combinaison de survie obligatoire. Montre un peu. Ah ouais. Magnifique. Nous embarquons dans le petit workboat, une embarcation qui assure la sécurité des scientifiques. Saint-Paul. Un volcan de 8 km² effondré sur lui-même, des falaises de 200 mètres dont le cratère est devenu un lagon. À l'approche de la caldeira, chasse des orques, la richesse de sa faune saute aux yeux. Là, juste devant, on peut retrouver un pétrel géant, on a des otaries. Des otaries à fourrure subantarctique, des milliers ont colonisé l'île. Et en cette saison, les grands mâles de 160 kilos sont arrivés tôt sur les plages rocheuses. Et dans les harems allant de 5 à 15 femelles, pas besoin de Cupidon. On est en pleine période de reproduction, donc on peut voir énormément de jeunes de l'année. Et puis c'est une période aussi où les adultes vont se reproduire. Et puis la mise bas aura lieu l'année prochaine. Un écosystème fragile. Au XVIIIe siècle, l'introduction des rats et des lapins par les marins a failli détruire ce biotope. Un peu à l'écart, séparé de l'île par un bras de mer, ce rocher, que l'on appelle la quille, a joué le rôle de refuge pour les oiseaux, notamment les prions de Salvin. En 1997, on a mené un projet d'éradication qui a été un succès et une petite population qui était présente sur la Roche-Quille, aux abords directs de l'île Saint-Paul, a peu à peu recolonisé l'île Saint-Paul pour aujourd'hui représenter une densité de population estimée à environ 250 couples. Une réserve naturelle intégrale strictement interdite ou... Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. On se retrouve juste après pour le journal en maoré. Belle soirée à tous. Idi Moubaraka.